Traiter d'un sujet qu'on oublie souvent, et on a tort, c'est la question du sport. Le sport, chaque fois je regarde les chiffres, parce que je n'arrive pas à y croire moi-même, mais les Jeux Olympiques, c'est 3,6 milliards de personnes à travers le monde qui regardent les Jeux Olympiques. Et la Coupe du Monde de football, c'est 3,2 milliards. Donc, passer à côté de ce phénomène populaire, social, quasi identitaire, quand on veut porter un combat, c'est une erreur. Et certains n'ont pas fait cette erreur. Je pense à Mandela, par exemple, qui lui-même était un sportif et qui a su utiliser le sport, utiliser les règles du sport pour faire exclure un pays qui pratiquait l'apartheid racial, qui était l'Afrique du Sud, pendant 30 ans. Pour les droits civiques, ça a été pareil quand on a vu Tommie Smith et John Carlos qui ont levé le poing pour se solidariser avec le combat pour le droit civil. Eh bien, on voit à quel point le sport peut servir. Et pourquoi peut-il servir? Parce que c'est au fond des Nations Unies, mais avec une règle qui s'applique de manière implacable. Si Tommie Smith et John Carlos ont été exclus quand ils ont levé le poing, ils sont devenus des héros, mais ils ont été exclus parce qu'ils avaient bafoué la règle de neutralité. La règle de neutralité, c'est quelque chose de plus puissant que la règle de laïcité, dans la mesure où nous sommes dans un espace public où l'on interdit non seulement l'expression politique, mais aussi religieuse. Or, la laïcité, le point faible de la laïcité, c'est que l'on parle de la laïcité à la française. Or, on ne parle pas de l'égalité, de la liberté à la française. On ne devrait pas parler de la laïcité à la française. C'est un principe qui devrait être universel. Et pour qu'il soit universel, il faut savoir se saisir de cet outil. Ce que nous avons essayé de faire dans une grande solitude, à travers notre combat sur les pays qui excluaient les femmes des délégations, de 35 délégations. Nous avons gagné ce combat-là, mais en contrepartie, ces pays, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont exigé qu'elles soient voilées de la tête aux pieds. C'est-à-dire que maintenant, alors ce n'était pas vrai pour tous ces pays, mais le dernier, je vais le citer parce que c'est le cas le plus flagrant, c'est l'Arabie Saoudite qui a posé 3 conditions pour permettre à 2 femmes qui n'étaient même pas de l'Arabie Saoudite elle-même, mais de la diaspora, puisqu'en Arabie Saoudite, elles n'ont pas le droit de faire du sport. Il a posé 3 conditions. Premièrement, qu'elles soient voilées de la tête aux pieds. Deuxièmement, que ça ne soit pas mixte. Et troisièmement, qu'elles soient en permanence sous le regard de leur gardien mâle. Est-ce que le sport est encore émancipateur dans ces conditions? Et la question que je veux poser, c'est comment se fait-il que quand il s'agit des hommes, on applique la règle de manière implacable, puisque par exemple, quand les Français ont voulu porter un badge pour un monde meilleur, pour critiquer de manière très modeste, il faut le dire, le choix de Pékin, on leur a interdit au nom de la fameuse règle 50. Mais quand il s'agit des femmes que l'on voile de la tête aux pieds, qui ne peuvent pas pratiquer certaines disciplines comme la natation, etc., parce que, bon, le burkini n'était pas encore tout à fait au point. Bon, mais ça va venir. Donc là, on accepte. Ça veut dire que l'universalité, ça n'est pas pour les femmes. C'est toujours le relativisme culturel. C'est-à-dire que quand il s'agit des femmes, on est dans le compassionnel. Or, les pionnières musulmanes, que ce soit Nawal el-Moutawakel, que ce soit Hasiba Boulmerka, que ce soit plus récemment Habiba Ghribi, la Tunisienne, qui ont été médaillées d'or en courant en short et la tête nue, étaient menacées par les islamistes de leur pays. Ça veut dire que nous sommes en train de trahir les musulmanes qui se battent. Nous sommes en permanence en train de trahir les musulmans qui se battent. Conclusion, qu'est-ce qu'il en résulte? Ça, c'était le marquage du corps des femmes. C'est pas important, on ne respecte pas la règle, mais enfin, sans ça, elle ne pourrait pas faire de sport, verser des larmes, mais verser des... Eh bien, une note des renseignements pointe du doigt la radicalisation dans le sport amateur. Là, il s'agit des hommes. Attention, ça devient grave. C'est-à-dire qu'en parallèle, comme le disait Nadia, pendant qu'on disait « Ah, les pauvres, sans ça, elles ne pourraient pas faire du sport », eh bien, eux, les islamistes de Daesh et autres, avaient compris que c'était important le sport. Et donc, vous avez par exemple
Chérif Kouachi, qui était un footballeur, il avait un brevet d'éducateur dans le football. Vous avez Mohamed Merah aussi. Et vous avez, je vais finir là-dessus, quelque chose de très intéressant. C'est un article qui est sorti par James Dorsey, qui tient un blog sur la question du sport. Et ça s'intitule « Avec les mosquées sous surveillance, l'État islamique se tourne vers le football pour le recrutement ». Et c'est particulièrement vrai, par exemple en Jordanie, c'est vrai, il faut savoir aussi que des gens comme Ben Laden avaient des équipes de football, que le Hezbollah a aussi des équipes de football, c'est-à-dire que ce qu'on croit être secondaire, c'est l'affaire du voile, mais on ne comprend pas que comme en Algérie, c'était le point de départ de l'intégrisme qui se manifestait pour là le vrai combat, c'est-à-dire aller recruter des jeunes, car, comme le dit cet article, le profil des jeunes que l'on trouve dans les équipes de foot, ce sont des jeunes qui aiment bien l'activité physique, le sport, le combat. Donc, c'est le profil idéal pour un djihadiste. Voilà ce que c'est que d'avoir négligé la question du sport. Merci de votre attention. Merci.